C'est bon, tu peux partager ton document, Moustapha. Vérifie si tout va bien. C'est parfait. Je vais commencer. Ok, ouais, c'est tout bon. Donc, du coup, juste, j'introduis en quelques mots. Donc, je vous ai demandé de bosser entre hier et aujourd'hui la stéréochimie. Et il y a un cours souvent d'introduction sur les effets inductifs et mésomères et que Moussa va vous présenter aujourd'hui. L'idée, voilà, c'est d'asseoir ces connaissances-là. Il faut que dès ce week-end, tout ça, ça soit maîtrisé. Et je vous ai envoyé sur le groupe des QCM à faire. Il faudra bien les faire comme prévu. OK, Moustapha, je te laisse la main. Juste, s'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, tu les acceptes. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire ce cours d'effets inductifs et mésomérie. Puis à la fin, je vais essayer si j'ai le temps, de faire. Euh, je vais essayer de. Est-ce que vous pouvez juste éteindre le micro si jamais il y a du bruit derrière vous, s'il vous plaît. Euh, je vais essayer de faire aujourd'hui le cours d'effets inductifs et mésomérie. Et si j'ai le temps à la fin, je vais vous donner une méthode que j'avais utilisée pour la stéréochimie et qui m'a servi tout au long de l'année. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce cours s'inscrit dans la longue continuité des cours que vous allez avoir en atomistique en début d'année, donc pendant les mois de septembre. Pour ça, donc, il va falloir bien comprendre les cours d'avant, donc tout ce qui est atomistique, électronégativité, toutes les liaisons. Donc là, je vais juste vous faire un petit rappel. Vous avez un noyau. Là, en l'occurrence, c'est un noyau de carbone, 6 neutrons, 6 protons. Les protons sont chargés positivement. Et autour du noyau, vous allez avoir un cortège électronique. Ce cortège électronique, il est composé d'électrons. Les électrons sont chargés négativement et donc vous rentrez en liaison électrostatique avec les protons. Et c'est ça qui fait maintenir les électrons autour du noyau. Voilà, donc on va voir ce que c'est que l'effet inductif, donc comme l'intitulé du cours. Il est basé sur des liaisons polarisées qui sont à mi-chemin entre la liaison covalente et la liaison ionique. Ok, donc certains d'entre vous ont pris l'aspect physique au lycée, donc vous avez vu que, je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, mais vous avez vu l'électronégativité, ce que c'est une échelle, et il existe plusieurs types de liaisons. Vous allez avoir les liaisons covalentes pures, donc les liaisons qui ont entre deux atomes qui ont une électronégativité, une différence d'électronégativité inférieure à 0,4. Vous allez avoir les liaisons polarisées, qui sont des liaisons qui ont entre deux atomes qui ont une différence d'électronégativité comprise entre 0,4 et 1,7. Et au-dessus de 1,7, ça va être des liaisons ioniques. Donc, la différence d'électronégativité est telle qu'un des atomes va totalement attirer de son côté l'électron et que l'autre atome, du coup, va le perdre. Ok. La polarité permanente qui affecte les liaisons sigma, ça c'est un sigma, ce que vous voyez c'est notre grec sigma, la liaison AB résulte de l'effet inductif de B sur A. Il repose sur l'électronégativité. Ok, voilà. Là, vous allez avoir un tableau périodique. Vous avez vu dans le cours d'électronégativité, je ne sais pas si vous l'avez fait pour certains, j'ai vu que Dan vous l'a envoyé, après on est en mois d'août, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, c'est normal, enfin, vous êtes en vacances. Mais pour ceux qui l'ont fait, ce tableau doit vous être familier. Donc, vous allez avoir sur ce tableau une information qui nous intéresse. Donc voilà, là, vous allez avoir tous les atomes classés par numéro atomique. L'information qui nous intéresse, c'est les chiffres qu'on voit ici, c'est l'électronégativité. L'électronégativité, elle croît de gauche à droite et de bas en haut. Ok. Donc voilà, c'est ça les flèches. Ça correspond à ça, ces flèches. L'atome le plus électronégatif, c'est le fluor. Ça, c'est à bien retenir, même si ça ne tombe pas dans ce cours, mais ça s'inscrit dans la longue continuité des cours d'atomistique. Donc, tout ça, c'est tout un ensemble à comprendre. Vous allez avoir l'atome de fluor qui est l'atome le plus électronégatif, qui va avoir une électronégativité avoisinant les 4. Euh, Attention à bien noter que l'électronégativité n'a pas d'unité. Donc, lorsque je vous dis 4, 98, bah, il n'y a rien après. Il y a pas d'unité. Et l'atome le moins électronégativité, donc c'est tout en bas à gauche, c'est à l'opposé, ça va être le francium, 0,7. Ok. Donc vous voyez qu'il y a une grosse, grosse différence entre les deux atomes. Voilà. L'effet inductif ne concerne que les liaisons sigma. L'effet mésomère concerne les liaisons pi. Alors là, c'est vraiment une phrase à surtout comprendre, mais à un moment,
vous allez tellement voir ce QCM que ça va devenir une formalité pour vous et vous allez l'apprendre. C'est une phrase qui tombe tous les ans. Ok, tous les ans, à la fin, je vous ai répertorié quelques QCM d'annales. À la fin, on les verra ensemble. Sur les annales des dernières années sur ce cours. Et vous allez voir qu'en fait, c'est quasiment la même chose que tous les ans que sur quoi le prof questionne. C'est vraiment ces deux phrases-là et d'autres phrases qu'on verra par la suite. L'effet inductif ne concerne que les liaisons sigma, l'effet mésomère concerne les liaisons pi. Moi, ce que j'avais fait pour apprendre ça, vraiment pour cocher par réflexe. Vous savez, des fois, on apprend tellement des jeux tellement rapidement que quand on voit un QCM, bah, on coche par réflexe. Donc là, le sigma, il ressemble un petit peu à un D à l'envers, comme effet inductif ici. Et là, effet mésomère, bah, là, vous avez le M qui ressemble un petit peu à un pi. Enfin, vous mettez deux pi côte à côte, ça vous fait un M. Donc voilà ce que j'avais fait moi pour apprendre et pour répondre de manière très rapide. Parce que ça, c'est des QCM qui, je le rappelle, normalement, vous avez 1 minute 30 par QCM, mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps sur ce genre de QCM. C'est vraiment des phrases qui tombent tous les ans. Là, c'est maximum 3 4 secondes par phrase. Vous voyez la phrase, ça doit être fait comme une machine. Donc, vous voyez la phrase, vous cochez directement, vous ne cochez pas. Vous devez le savoir. Voilà. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il existe trois types de liaisons. Donc, les liaisons covalentes pures. Ok. Donc, la différence d'électronégativité entre les deux atomes A et A est inférieure à 0,4. Et donc, là, vous allez avoir aucune polarisation. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est qu'une liaison covalente. Une liaison covalente, ce n'est ni plus ni moins qu'une simple mise en commun de deux électrons par deux atomes. Ok, dans leur couche de valence. Donc, vous allez avoir deux atomes, ils vont mettre en commun leurs deux électrons de couche de valence et ils vont pouvoir faire une liaison avec. C'est juste ça, une liaison covalente. Ensuite, vous allez avoir les liaisons polarisées selon la différence Hein. d'électronégativité. Je vous, là. J'ai gagné en Comment? arrière. Comment? Ah, bon, je ne sais pas si par là, moi. Euh, Donc, vous allez avoir les liaisons polarisées euh, entre 0,4 et 1,7 de différence d'électronégativité. À noter que ce que je dis depuis tout à l'heure, entre les valeurs 0,4 et 1,7, ce n'est pas des valeurs à prendre. C'est vraiment pour ceux qui s'en rappellent que grand bien vous fasse, bah, vous avez, voilà, vous en souvenez, donc tant mieux pour vous. Et ceux qui ne les connaissent pas, bah, c'est pas grave, c'est pas dit dans le cours. C'est vraiment juste vous faire rappeler pour ceux qui l'ont fait en cours. Les liaisons polarisées, ils sont entre les liaisons covalentes et entre les liaisons uniques pures. Vraiment, on commence à polariser. On a les électrons qui commencent à se décaler légèrement vers un des deux atomes. En l'occurrence, ici, c'est l'atome B. Ok, donc c'est parce que cet atome il est plus électronégatif que l'atome A, donc il va les attirer. Et ensuite, pour finir, on a la liaison ionique pure. Là, la différence d'électronégativité est telle que l'atome B attire totalement vers lui les deux électrons, tandis que le A se le fait arracher. Donc, il va y avoir des charges. Ici, l'atome B va avoir une charge négative parce il va avoir gagné il a gagné un électron. Et l'atome A, lui, va avoir une charge positive parce qu'il a perdu un électron. Je vous rappelle que les atomes sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ont autant de charges négatives que de charges positives, et que s'ils perdent un électron, euh, l'atome devient positif. Ce n'est plus un atome, c'est un ion. Ok. En l'occurrence, c'est un cation. Et lorsque c'est un ion chargé négativement, comme ici, pour B, c'est un anion. Euh, voilà. Pour parler de ce cas, pour revenir à ce cas-là, donc de A et B, lorsque la liaison est polarisée, on a une notation. On passe en chimie en général pour faire ça. Voilà, on ne va pas faire une barre avec deux points, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des delta plus et des delta moins. C'est-à-dire que ça représente des charges partielles des deux atomes. Donc là, l'atome A, il a légèrement, l'atome B, il attire légèrement plus que l'atome A. Donc lui, on va lui mettre une charge delta moins parce qu'il est plus proche des électrons, tandis que lui va avoir une charge delta plus positive. Ok. Ça, c'était dans le cours, mais ça tombe jamais. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez à peu près ce que c'est. Vous allez avoir vous allez avoir deux électrons, deux atomes, donc un chargé partiellement négativement et un autre chargé partiellement positivement, ce qui vont faire un moment dipolaire. Donc ça va faire en gros une charge plus et moins, et ça va faire une espèce de vecteur. Ce vecteur, il va avoir une norme, et l'unité de la norme, ça va être des détails. Enfin,
C'est pas à apprendre, c'est vraiment un petit détail qui n'est pas essentiel. Voilà, ici on va voir à gauche l'électronégativité des atomes. L'électronégativité n'a pas d'unité, mais par contre, elle a une notation. Ok. L'électronégativité, elle est notée par la lettre qui en grec, c'est dans l'alphabet grec. Vous allez avoir, enfin, en chimie, vous allez avoir beaucoup de lettres qui sont empruntées de l'alphabet grec. Par exemple, comme tout à l'heure, quand on a vu pi, sigma, et là, qui. Donc, qui, ça veut dire électronégativité. Là, l'électronégativité de l'atome d'hydrogène, elle est de 2,20. Celle de l'atome de carbone, de 55. Et celle de l'atome de chlore, c'est chlore, elle est de 3,16. Voilà. D'une manière plus générale, tout à l'heure, on avait vu un exemple avec l'atome de chlore, où ici, on va avoir l'atome de carbone qui va perdre partiellement ses électrons au profit du chlore. Donc, le chlore, il va attirer un peu plus les électrons que le carbone. Et donc, ici, il va y avoir une charge partielle négative et là, une charge partielle positive, donc delta moins et delta plus. Ici, on peut en tirer une règle générale. En général, lorsque l'atome de carbone a affaire à des atomes plus électronégatifs que lui, donc qui ont une électronégativité, on va dire, supérieure à 2,55, euh, l'atome qui donc attire plus va avoir une charge partielle négative et celui qui attire moins va avoir une charge partielle positive. Ok. Ici, on voit deux lettres, le X et le M. En général, comme on a vu tout à l'heure dans le tableau périodique, l'électronégativité croît de gauche à droite et de bas en haut. Donc, si on suit cette logique, la colonne qui attire le plus, en général, ça va être celle-là. Cette colonne, elle a un nom. Ok. Elle a un nom, ce qu'on appelle la colonne, pas, les gaz rares, les gaz nobles. D'accord? Ici, cette dernière colonne, pardonnez-moi, excusez-moi. Là, c'est la dernière colonne, c'est les gaz rares, c'est les gaz nobles qui n'ont pas d'électronégativité. Et là, c'est la colonne des halogènes. Ok. L'avant-dernière colonne, ça tombe tout le temps plus simple, donc c'est à bien apprendre. Là, l'avant-dernière colonne, c'est la colonne des halogènes, et la dernière colonne, c'est la colonne des gaz nobles, des gaz rares. C'est synonyme. La colonne des gaz rares, elle n'a pas d'électronégativité. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement stable, c'est-à-dire que toutes ses couches de valence sont remplies, tandis que la couche des halogènes, notée X, donc la note X, la couche des halogènes, elle va avoir en général, elle va être plus enclin à attirer des électrons vers elle, parce qu'il lui manque un seul électron pour trouver la stabilité. Voilà. Et tandis que les M, ça veut dire métaux, les métaux, comme vous l'avez vu dans le cours d'électronégativité, ça va être tous les cours en dessous de la ligne isoélectrique. Donc là, vous avez une ligne isoélectrique qui est un petit peu imaginaire, qui n'est pas, voilà, qu'on ne voit pas trop. Mais en gros, ici, vous allez avoir une ligne. Tous les éléments qui sont ici, ça va être des métaux, sauf l'hydrogène, sauf ici l'hydrogène. Tous les éléments qui vont être sur la ligne, ça va être des éléments semi-métaux et tous les éléments au-dessus, donc là, ça va être des non-métaux. C'est ça, Charles. Donc X, vous pouvez parler si jamais, si ça ne me dérange pas, vous parler, vous poser la question. Mais ouais, c'est X, ça représente en général, dans les cours en passe, en chimie, vous allez voir que ça va revenir souvent. X représente les atomes de la colonne des halogènes, donc l'avant-dernière colonne. Et M, ça représente les métaux, donc l'ensemble, tout ce qui est là, quoi. Ok, tout ce qui est là. Et en général, les métaux sont toujours donneurs d'électrons, ils ont une électronégativité faible, et ici, eux, ils vont être plus enclins à accepter les électrons, les halogènes, l'oxygène, l'azote, etc. Bonsoir, j'ai une question aussi. Oui. Euh, Vous avez dit que pour les gaz nobles, ils attirent pas d'électrons forcément par rapport à leur structure électronique, mais du coup, c'est une erreur le xénon, il me semble, parce qu'il y a un chiffre du coup, Oui, oui, 2,6. le Oui, xénon, c'est non. d'accord, hein, Euh, c'est une erreur, il n'y a pas de. non, non, le xénon, lui, fait partie des gaz rares, donc Ah oui, voilà. normalement, il ne Ok, devrait pas y avoir d'électronégativité, donc je pense que ça va être une erreur du tableau. ok, merci. Parce que, voilà. Euh, attendez, je crois que je vais juste vérifier, tu as mis le doute. Alors, sur le tableau périodique, bon, c'est pas grave, au pire. Mais ouais, le xénon, il fait partie des gaz rares, donc normalement, il est pas.
il doit avoir sa couche qui est saturée. Voilà. Je crois qu'on a été à... Les substituants ou les atomes électrons attracteurs qui attirent les électrons sont dits possesseurs, enfin, possèdent un effet inductif I- ou effet inductif attracteur. Ce sont les groupements appropriés en électrons, électrophiles et halogènes. Les substituants en chimie, vous allez voir que vous allez avoir ce mot très souvent. Substituant en chimie veut dire tous les atomes qui vont être liés avec un atome de carbone en dehors des hydrogènes. Donc, du moment où l'atome de carbone n'est pas lié à un hydrogène, l'atome qui va donc être lié à celui-ci, ça va être un substituant. Ok. Ils possèdent donc, lorsqu'ils sont attracteurs, un effet inductif I-, on le note I- ou moins I, comme vous voulez, et ils sont électrons attracteurs. Et ce sont des groupements qui vont appauvrir ce sont des groupements appauvris en électrons et les halogènes. Donc les halogènes, on les a vus, c'était l'avant-dernière colonne, et tout ce qui est appauvri en électrons. Donc par exemple, ici, je vous ai mis des exemples. Voilà. Ici, ce sont des groupements appauvris en électrons. Là, par exemple, vous avez un azote. L'azote, il fait trois liaisons, ok? Il fait trois liaisons pour remplir sa couche de valence, mais parfois, il peut faire une quatrième liaison au détriment de sa double liaison, donc il a une double liaison, et il va donc avoir une charge positive. Et il va donc être appauvri en électrons. Et ça va donc être forcément un groupement I-, parce que vu qu'il a une charge de plus, il va attirer les électrons. Tout est une question d'électrostatique. Comme vous l'avez vu au lycée, les moins attirent les plus et les plus attirent les moins. Voilà. Et ici, vous allez avoir tout un autre exemple de cas. Voilà. Ici, le chlore, il va avoir ses électrons qui vont être attirés par le fluor. Et donc, il va être appauvri ici en électrons. Il va être lui-même ensuite attracteur d'électrons. Lorsque vous avez une flèche et que la flèche pointe vers un élément, c'est que c'est cet élément qui est électron attracteur, d'accord? À bien noter ça. Les substituants, les atomes électrons donneurs, cette fois, qui repoussent les électrons, possèdent un effet inductif plus I ou I+, ou effet inductif donneur. Ce sont les métaux et les chaînes alkyles. OK. Donc, toujours la même chose, les substituants, on a vu ce que c'est. Maintenant, on a un autre terme, c'est les électrons donneurs. Et en général, ce sont les métaux et les chaînes alkyles. Les métaux, pourquoi? Parce que les métaux, comme on a vu tout à l'heure, ont une électronégativité qui est faible. En général, les métaux, comme vous avez pu le voir, comme vous allez le voir, ce sont des éléments qui sont des gros noyaux, d'accord? Ce sont des gros noyaux, ils ont énormément d'électrons, de couches de valence, et donc les électrons les plus éloignés du noyau vont être moins attirés par le noyau du métal, et donc vont être plus enclins à pouvoir circuler librement, ok? Et les chaînes alkyles. Les chaînes alkyles, c'est ça, c'est les R. En fait, les chaînes alkyles ou R, ça, c'est un terme que vous allez voir beaucoup, mais c'est pas énormément défini, donc je vais vous définir en deux ce que c'est. Les chaînes alkyles, ce sont des chaînes composées de carbone et d'hydrogène. En général, on le note R. Pourquoi? Parce qu'on a juste la flemme de construire toute la molécule à côté, donc on note R. Lorsque vous avez R, vous savez que vous avez affaire à une suite de carbone et d'hydrogène. Là, Na, c'est le sodium. Le sodium, c'est un métal, donc il est électron donneur. L'effet inductif peut se transmettre à travers et uniquement les liaisons sigma. C'est euh, c'est- c'est très, enfin, ça tombe tout le temps aussi. Donc, voilà, je peux pas vous dire mieux. L'effet inductif peut se transmettre à travers et uniquement les liaisons sigma. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ça va concerner les deux liaisons, on va l'appeler l'effet mésomère. Ça va être la mésomérie. Voilà. Cette transmission n'est pas sans fin, elle s'atténue avec l'éloignement du substituant polaire et on la considère comme négligeable au-delà de la troisième liaison sigma. Donc, vous avez l'exemple ici, vous avez l'atome de chlore, le chlore qui a une électronégativité de 3,14. La valeur n'est pas à prendre, vous l'aurez en QCM. Ici, l'atome de carbone, il a une électronégativité de 2,55. Donc, le chlore, il est plus électronégatif. Il y a une différence de presque 0,6. Donc, il va être plus enclin à attirer les électrons vers lui. Donc, le carbone ici, lui, va s'appauvrir en électrons. Il va avoir une charge partielle delta plus. Or, ici, vu que les électrons chargés négativement aiment les plus, bah, ils vont s'approcher un petit peu plus ici du carbone. Ici, ça va être pareil. Et en fait, ça va s'atténuer avec le temps. Et donc, à partir de la troisième liaison, donc un, 2, 3, à la troisième, ça existe encore, mais c'est faible. Mais à partir de la troisième, on la néglige. Donc, on considère qu'elle n'existe plus.
Ok. C'est pas qu'elle n'existe plus, mais elle est vraiment négligeable. Donc, on ne la note plus. Voilà. Est-ce que, Ici, oui. si la différence d'électronégativité entre deux atomes est relativement faible, on peut considérer que ça se transmet à moins de 3 liaisons, par exemple, ou pas du tout? Est-ce que ça va toujours se Bah, transmettre à 3 liaisons? ça dépend, tout est relatif, ça dépend de la valeur que tu as en différence d'électronégativité. Mais dans le cours, enfin, on dit que pour les liaisons polarisées, en général, oh, je suis allé où. Pour les, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, on ne peut pas considérer ça parce que dans le cours, on ne le dit pas. Donc, si dans le cours, on Ok, ne le dit d'accord, pas, c'est bon. on ne peut pas se permettre de faire cette appellation. D'accord? Ici, je vous ai mis une image qui va venir illustrer ça. Là, vous allez avoir vos électrons qui tournent autour du noyau. Ici, là, le noyau il est juste ici. Et là, vous allez avoir les orbitales des noyaux autour, où les électrons vont circuler. Ici, vous allez avoir les liaisons sigma. Donc, c'est elles qui vont être concernées par l'effet inductif. Et là, latéralement, ok, dans le plan latéral, vous allez avoir les liaisons pi. Et ça va être concerné, l'effet isomère, c'est ça, va concerner ces liaisons-là. Donc, ici, sigma, et là, c'est les pi. Donc, la mésomérie est une conséquence de la grande délocalisation des électrons pi. Ok. Ça, c'est aussi, c'est une phrase à prendre par cœur. À force de l'avoir en QCM, vous allez l'apprendre. Il faut savoir que pour ce cours, il y a quelques phrases à vraiment apprendre et vous allez les apprendre non pas en les récitant ou pas, ça va venir à force de faire des QCM. Vous allez voir que les QCM pour ce cours, c'est toujours la même chose. Donc, c'est des phrases à apprendre. Excuse-moi, tu Oui, peux juste rappeler l'effet inductif, s'il te plaît? Il manque juste la def. ouais. Attends, je vais te rappeler. Merci. Euh, voilà, je t'ai pris par exemple ce cas-là. Là, tu vas voir l'atome de carbone qui va être en liaison avec un atome de la colonne des halogènes. La colonne des halogènes est connue pour être très électronégative. Donc, elle va attirer plus les électrons en général que les atomes de carbone. D'accord. Donc, les électrons qui vont être dans la liaison entre le carbone et l'halogène vont être plus enclins à se diriger vers l'atome d'halogène. Et donc ici, on va noter ça par un delta moins. Ça, c'est une lettre grecque, c'est un delta, par un delta moins. Et là, vu que le carbone il va être plus appauvri en électrons, partiellement, donc on va noter ça par un delta plus. Toute une question d'attraction. Là, les électrons vont s'éloigner du carbone, ils vont s'approcher de l'halogène. Et bien là, ça va être le contraire. C'est un métal. Le carbone, en général, il est plus électronégatif que les métaux, et donc il va plus attirer que lui les électrons de son côté. Voilà, j'espère que tu as compris. Bonsoir, juste une petite question. Du coup, là, la liaison, elle rompt pas, quoi. Juste, on cherche à savoir le carbone vers où il se situe. C'est ça, pour l'instant, nous, on cherche juste à savoir où est-ce que les électrons de la liaison vont aller. C'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Pourquoi? Parce que dans la suite du cours, on verra, ça va nous permettre de connaître quels sont les sites réactionnels. Et ça va nous permettre aussi, en partie, de comprendre la chimie organique. Parce que la chimie concerne les électrons, en général, concerne les électrons autour du noyau. Et ça va être sur ça voilà, qu'on va étudier toute la chimie organique de passe en général. Ça va être vraiment sur les sites réactionnels, qui va agir avec quoi et où. Et ça va nous permettre de savoir à peu près la plupart des cours. Voilà. De les comprendre, du moins. Ok, merci beaucoup. J'ai juste une question, désolée. Ça n'a rien à voir avec le fait que le carbone il est radioactif. Euh, Là, on a du carbone 12. Donc, le carbone 12 n'est pas radioactif. C'est le carbone Ok, 14 qui est radioactif. Là, attends, je te ok, remets l'image. Là, ici, tu as 6 protons et 6 neutrons. Ça, c'est le carbone 12. Hein. ok, Lui, il n'est pas radioactif. Il n'est pas radioactif. En revanche, le carbone 14 l'est. Mais là, dans ces cours-là, on ne parle vraiment pas de radioactivité. La radioactivité, vous allez la revoir en UE3. ok, merci. D'accord. Voilà, comme je disais tout à l'heure, on est en chimie. La chimie concerne les électrons. C'est la physique qui concerne les noyaux. D'accord? La physique nucléaire, c'est elle qui va plus étudier les noyaux. Nous, en chimie, on va rester sur les électrons, donc sur les liaisons. Est-ce qu'il y a une phrase à apprendre par cœur? Oui, oui, il y a des phrases à apprendre par cœur.
Mais, euh, mais voilà, je vous les ai entourés en général, les phrases qui sont à prendre par cœur. Soit vous les apprenez pendant le cours, soit vous les apprenez à force de faire depuis CM. Voilà, ce sont là les phrases qui sont, qui sont soulignées en jaune. Et au fil du cours, bah, vous allez voir qu'il va y en avoir quatre ou cinq, là aussi. Mais c'est plus à comprendre et ensuite à apprendre. Euh, Là, on va parler donc de l'effet mésomère, comme je vous l'ai dit. Et là, je vous donne directement un exemple. Attendez. Euh, D'accord, merci. De rien. Là, vous allez avoir un exemple d'effet mésomère qui concerne donc les liaisons doubles. Donc là, vous avez un atome, d'accord? Juste une question de nomenclature. Qui sait me nommer cette molécule? Cette molécule s'appelle comment? Non, personne ne sait? Je crois que c'est Étienne. C'est ça. La nomenclature est à savoir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des pièges dessus. Donc, c'est à savoir. Là, c'est assez basique. Vous allez la revoir aussi. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais voilà, ne la négligez pas, vous allez la revoir. Donc là, vous allez avoir un atome, une molécule d'éthène. Donc l'éthène, c'est C2H4, deux atomes de carbone, quatre atomes d'hydrogène. Ces atomes-là, ils vont avoir des doubles liaisons entre les deux atomes de carbone. Et vous allez avoir l'existence d'autres formes. Ok, vous n'avez pas que cette forme qui existe. Et ça, c'est ce qu'on appelle la résonance. Donc plusieurs formes qui existent. Ok. Parfois, vous pouvez avoir des électrons qui vont aller d'un côté et parfois vous allez avoir des électrons qui vont aller de l'autre. Là, la molécule est symétrique, donc parfois ça peut être comme ça, parfois ça peut être comme ça, il n'y a pas de différence. Mais il faut retenir que la molécule, parce que dans la nature, elle n'existe pas que sous cette forme-là. Dans la nature, la molécule, ça va être parfois un petit peu de ça, parfois un petit peu de ça et parfois un petit peu de ça. Ok? C'est important à retenir. Il n'existe pas qu'une seule forme molécule, et ça, c'est ce qu'on appelle donc la résonance. On appelle ces formes mésomères limites ou formes limites mésomères. La structure réelle est un hybride des formes mésomères limites. Donc, on revient sur ce que je disais. La réalité se trouve quelque part entre ces trois formes. Voilà. Pour ça, pour savoir comment est la forme de la molécule dans la nature, ou alors quelles sont les formes qu'elle peut prendre la molécule, on va voir des règles. Ces règles, on va les voir, ce sont les formes limites isomères doivent respecter la balance des atomes, pas de carbone pentavalent. Le carbone, c'est toujours 4 liaisons maximum. Pentavalent, ça renvoie à 5. Ok. Les atomes ne doivent pas changer de position entre deux formes isomères. Donc, c'est uniquement les électrons qui sont concernés, pas les noyaux. Les noyaux ne bougent pas. L'atome en lui-même ne bouge pas. C'est seulement des charges plus ou des charges moins. Uniquement des déviations d'électrons. Les atomes participant à la mésomérie doivent être coplanaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait orbital, c'est pas grave. Ceux qui ont fait orbital, vous savez ce que c'est SP2. Dans le même plan, pour que les électrons puissent passer d'orbital P à orbital P, toutes ces formes limites n'apportent pas une contribution égale à la réalité. Ok, ça, on va le voir tout de suite, c'est important un petit peu à comprendre. Les formes non chargées ont plus de poids que les formes chargées. Les formes chargées moins sur un atome électronégatif ont plus de poids que les formes chargées moins sur un atome électropositif. Ça, c'est à comprendre. D'accord? Ici, lorsque je vous ai montré cette image, je vous ai dit que dans la nature, en fait, on trouve cette molécule sous ces trois formes. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que on va plus retrouver la forme neutre que la forme chargée. Parce que ça, lorsqu'il y a des charges, c'est plus réactif. D'accord? Et donc, pour se stabiliser, on va dire, la molécule va faire enfin, les deux électrons vont se lier. Voilà. Ensuite, on a vu aussi comme règle comme quoi les électrons qui ont une électronégativité inférieure à l'autre atome ne peuvent pas porter de charge qui n'en correspond pas. En fait, il faut que ça colle à la réalité, quoi. Ici, comme on avait dit, les formes chargées moins sur un atome électronégativité ont plus de formes que les formes chargées moins sur un atome électropositif. Là, l'atome d'oxygène, il est plus électronégatif que l'atome de carbone. Donc, il va être plus enclin à attirer les électrons vers lui. Donc, dans la nature, les deux formes qu'on va retrouver, ça va être la forme neutre, donc avec une double liaison entre les deux. Là, c'est un carbonyl. Ok, ça, c'est une fonction carbonique. Bien apprendre. Donc là, le C et le O vont soit faire une liaison simple et liaison double, soit
faire une liaison carbone-oxygène avec une charge plus et une charge moins. C'est-à-dire que l'électron qui était de la double liaison ici est totalement passé du côté de l'oxygène. Mésomérie, conjugaison, résonance. Le phénomène de mésomérie peut concerner un domaine de délocalisation des électrons plus vaste. Ici, vous allez avoir donc euh, tout à l'heure, je vais vous parler juste d'une seule fonction. Donc, ça, ce sont les effets d'une seule fonction, donc ce sont seulement deux atomes. Ici, vous allez avoir des molécules beaucoup plus grandes qui vont être concernées en totalité par l'effet mésomère. Ça, c'est pas à apprendre par cœur, d'accord? On n'apprend pas les molécules par cœur. Jamais, presque aucune molécule, vous n'aurez presque aucune molécule à apprendre par cœur. Là, il faut juste comprendre qu'en gros, ça peut passer d'un côté comme de l'autre. Ok. Donc, là, juste pour que vous compreniez bien ce qui se passe, ici, vous allez avoir une charge plus, là, une charge moins. Là, la double liaison qui était ici entre ces deux atomes de carbone va passer de ce côté-là. Lui, il va s'appauvrir donc en électrons, il va avoir une charge de plus. Là, il va y avoir une charge moins. Et parfois, ils peuvent faire donc une double liaison. Mais ça, c'est juste un petit détail, hein, c'est pas vraiment très important. À quoi sert la mésomérie? Donc, c'est pour revenir sur ce qu'on dit tout à l'heure. Tout à l'heure, il fallait juste savoir, en gros, c'était comment repérer, mais à quoi sert ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ce cours? Pourquoi on nous bassine à comprendre ça? Parce que ça va jouer sur la stabilité des molécules. Donc, du point de vue thermodynamique, la délocalisation électronique correspondant à une baisse de l'énergie, donc à une stabilisation, énergie de résonance, plus une molécule possède de forme mésomère limite, plus elle est stabilisée. Donc, en jouant sur la stabilité, on va aussi pouvoir jouer sur la réactivité des molécules. En thermodynamique, ça, vous allez voir en thermodynamique, je ne sais pas si vous avez fait le cours, mais une phrase qui dit que les molécules sont plus stables lorsqu'elles ont une énergie minimale. Donc, il faut que, voilà, il faut que l'énergie soit la plus basse, que la molécule soit la plus stable. Voilà. Donc, on applique ce procédé de thermodynamique ici dans ce cas-là. La réactivité des molécules. Donc, la délocalisation des électrons facilite la réactivité de certaines molécules et explique certaines réactivités particulières. La polarisation des molécules, donc ça va faire un effet mésomère. On va voir ce que c'est. Oui, Mélissa. C'est quoi la délocalisation? La délocalisation, c'est lorsque des électrons vont passer d'un atome à un autre. C'est ça la délocalisation. Voilà, par exemple, Ah, ici, tu as des électrons. Oui, ok, merci. là, tu as des électrons en commun. Là, les deux électrons qui sont ici, qui sont en commun, vont totalement passer du côté de l'oxygène. Et là, il va y avoir plus aucun électron dans la double liaison. Donc, c'est ça, c'est délocalisation, comme son nom l'indique. Voilà, c'est Ok. comme le mot, quoi, qu'on connaît. J'ai juste une autre question sur la forme dans les deux diapos d'avant, là, dans la diapo deux fois avant, celle où on voit les trois formes. Voilà. La forme de droite ici, là, sachant qu'il n'y a plus de double liaison, ça veut dire qu'en fait, il y a quoi? Il y a une liaison simple et une liaison ionique, du coup? C'est quoi? Là, il y a là, ce qui se passe, c'est que là, l'atome de carbone va être lié euh, à trois atomes. Et le quatrième électron qui était censé faire la quatrième liaison, donc pour stabiliser le carbone, est passé totalement du côté de l'oxygène, parce qu'il a été totalement D'accord. attiré par l'oxygène. Ok. D'accord? Ça, vous allez le revoir aussi si vous comprenez bien en brutal. Lorsque vous l'aurez fait, vous allez bien comprendre ça. L'effet mésomère est la polarisation d'une liaison pi résultant de l'existence d'une mésomérie dissymétrique, c'est-à-dire la délocalisation des électrons pi. Attention, ici, en QCM, là, bien sûr, c'est une phrase en jeune, donc ça va prendre par cœur, mais en QCM, le piège, ça va être symétrique. C'est tombé, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Ça tombe souvent en annales par les professeurs. Donc ici, le piège, ça va être de mettre symétrique, donc ça, c'est une phrase à prendre par cœur, mais le piège, c'est surtout ici, symétrique. Donc, lorsque vous avez fait cette phrase, vous faites bien attention à aller chercher ce mot-clé et aller voir s'il est écrit dissymétrique ou symétrique. Donc, comme pour les faits inductifs, vous avez les atomes électrons attracteurs et électrons donneurs, donc marqués I- et I+. Ben là, c'est pareil, vous allez avoir les atomes mésomères attracteurs et mésomères donneurs, donc M- et M+. Les mésomères attracteurs, donc M-, font apparaître des charges positives sur le reste de la molécule. Ils appauvrissent donc le reste de la molécule en électrons.
Donc, ils sont électreurs, ils sont électrons attracteurs. Donc, ils vont attirer les électrons vers eux. Les électrons étant chargés négativement, eux vont s'enrichir en charge moins. Et le reste de la molécule va perdre une charge plus. Donc, elle va s'appauvrir en charge moins. Et elle va faire apparaître des charges positives. OK? Ça, c'est dit en d'autres termes. Là, vous avez un exemple de groupements qui sont mésomères attracteurs, donc qui attirent les électrons des liaisons doubles vers eux. Ça va être l'azote, le cas d'une charge positive. Et voilà, vous allez avoir aussi le reste. Là, vous allez encore compris pourquoi. Parce que là, les groupements alkyles, donc R ici, vont être probablement. Ici, l'atome de carbone va être appauvri en électrons par l'oxygène. Là, c'est pareil, il va être appauvri par l'oxygène, donc il va avoir une charge de plus ici, une charge plus ici, et il va attirer donc totalement l'électron vers lui. Parce que la charge de plus ici va attirer l'électron avec les autres molécules. Les mésomères donneurs, donc les M+, vont apparaître des charges négatives sur le reste de la molécule. Ils enrichissent donc le reste de la molécule en électrons. En général, à bien comprendre, les molécules qui sont mésomères donneurs, enfin les atomes qui sont mésomères donneurs, ce sont des atomes qui ont des doubles liaisons, donc qui vont accepter de donner des électrons de leur double liaison, comme on voit ici, aux autres atomes. Voilà. Euh, Attendez. L'effet inductif concerne... L'effet inductif concerne uniquement les liaisons sigma, donc les liaisons simples. Un effet inductif peut orienter l'effet mésomère. L'Inde est orientalement. Euh, Là, ça, c'est une phrase qui tombe, c'est ça en fait, cette phrase, ça tombe aussi tous les ans. Vous allez voir que pour ce cours, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 5-6 phrases à prendre par cœur qui tombent tous les ans, et tout le reste, ça tombe presque jamais. Voilà. Mais après, il faut tout apprendre. Pourquoi? Parce qu'en écurie, donc en QCM à la prépa, il va y avoir bien évidemment des questions sur le reste du cours. D'accord? On est là pour ça, pour vous questionner sur l'ensemble du cours. Vous ne pouvez pas faire l'impasse d'apprendre seulement deux, trois phrases et de délaisser le reste du cours. Vous ne pouvez pas faire ça parce que parfois les profs peuvent innover un petit peu les questions et faire des questions sur l'ensemble du cours. L'effet inductif donc, concerne uniquement les liaisons sigma, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que comme ne jamais se tromper, bah là vous avez le sigma. Le sigma il ressemble un petit peu au D ici. Et voilà. Et tandis qu'ici, le fait mésomère, bah là il y a le M, là il y a le pi. Le pi ça ressemble enfin le M ça ressemble à deux pi côte à côte. Voilà. Là vous n'allez plus jamais vous tromper. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. L'Inde est orientalement. Ça, c'est une phrase à prendre par cœur. Encore une fois, vous ne pouvez pas perdre le temps d'essayer de comprendre pendant l'examen. Donc, il va falloir va falloir apprendre comme si c'était un réflexe. Et pour ça, il va falloir trouver des moyens mnémotechniques. Vous allez voir qu'il va y avoir plein de questions où vous pouvez apprendre, on va dire, grâce à des moyens mnémotechniques pour vraiment cocher de manière, comme si c'était un réflexe. D'accord? Et là, en l'occurrence, c'est un exemple. Donc, un effet inductif peut orienter l'effet mésomère. Le piège, ce serait quoi? Ce serait par exemple que je vous mette un effet inductif, et je vous change avec la phrase ici, peut être à l'origine d'un effet mésomère. Et donc, vous allez apprendre ça, vous allez apprendre l'end et orientalement. End comme effet inductif, orientalement peut orienter. Ici, le moyen mnémotechnique, ça va être un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Donc, la mère est à l'origine de l'enfant. Mère pour mésomère, origine, origine. D'accord? Voilà, c'est des moyens mnémotechniques pour aller plus vite durant vos QCM. Parce que comme je vous l'ai dit, 1 minute 30, il faut vous laisser le temps parce que parfois il y a des questions qui vont prendre plus de temps pour réfléchir. Et donc, c'est sur ces questions-là qu'il faut gagner du temps. En général, en UE1, les questions où vous ne devez pas perdre de temps, ça va être toute l'atomistique et toute la chimie organique. C'est des questions qui, le jour du concours, devront être faites très rapidement. Pourquoi? Pour vous laisser le temps de faire le reste et de bien réfléchir. L'effet inductif d'honneur du CH3 donc, crée une dissymétrie électronique au niveau de la double liaison, entraînant une dissymétrie qui oriente l'effet mésomère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a dit, l'effet inductif oriente l'effet mésomère. Là, ici, vous avez CH3. C'est un groupement alkyle. CH3, il est I plus inductif d'honneur. Et donc, lui, il va avoir une charge partielle delta plus. Le carbone, il va avoir une charge partielle delta moins. Et le delta moins ici va repousser les électrons. Parce que comme vous l'avez vu
dans les cours précédents ou au lycée, deux charges de même signe se, se répulsent et deux charges de signe opposé sont attractives. Ok. Donc ici, vous allez avoir une charge delta moins qui va repousser l'électron de la double liaison ici, qui va passer là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un effet inductif peut augmenter un effet mésomère. L'effet mésomère concerne uniquement les liaisons pi. Liaisons multiples. Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Donc là, on avait vu tout à l'heure le moyen technique. Là, on va commencer d'abord par comprendre. Et ensuite, lorsque vous aurez compris, mais par contre, que vous avez toujours peur de tomber dans le piège, bah, vous apprenez le moyen mnémotechnique. Ok. Donc, le déficit électronique du carbone, du carbonyle, dû à l'effet mésomère, est à l'origine, il y a une petite faute, voilà, d'un effet inductif entre les deux carbones. Donc là, vous avez votre effet mésomère entre la fonction carbonyle, entre le C double liaison O. Ici, ça va être attiré, le O va attirer vers lui les électrons de la double liaison. Donc ici, il va avoir une charge moins, là, une charge plus. Et donc, la charge plus va, on va dire, va être à l'origine donc, de l'effet inductif, ici. Voilà. Mais c'est plus ça. Là, vous allez vraiment être rapide. Je l'espère pour vous, en tout cas. D'ici quelques jours, à force de faire des QCM, vous allez voir que ça va vite rentrer. Donc, conclusion, le but est de pouvoir déterminer pour une molécule des âmes riches ou pauvres en électrons et de connaître les sites réactionnels du molécule et déduire leur réactivité. Donc, électrophile, bah, il aime les électrons. Ça, lorsqu'une molécule est électrophile, elle aime les électrons. L'espèce est donc en manque d'électrons et donc elle va en attirer. Et lorsque l'atome ou la molécule est nucléophile, donc nucléo, noyau, phile, M, elle aime les noyaux, donc elle aime les plus. Pourquoi? Parce que les noyaux sont chargés de plus, donc elle aime les protons. Et l'espèce, ça veut dire qu'elle est en manque de plus, et elle va être riche en électrons. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est pas compliqué à comprendre ça. Donc voilà, ça c'est important parce que vous allez avoir ces termes qui vont apparaître en chimie organique, électrophile et nucléophile. Donc il faut bien comprendre. Oui, Charles? En gros, quand tu dis qu'une espèce est riche en électrons, ça veut dire qu'elle a peu d'électrons sur sa couche de valence à céder pour que sa nouvelle couche de valence soit pleine, c'est ça? Tu peux répéter, j'ai mal entendu. En gros, en fait, un atome qui aurait qu'un seul électron dans sa couche de valence parce que ses autres couches sont saturées, c'est ça Oui. un électron qui est un atome qui est nucléophile parce qu'il en a qu'un à donner pour saturer sa nouvelle couche de valence, c'est ça? Ça dépend. C'est pas vraiment sur ça qu'on se base. Ok, d'accord. Ça va être à partir de l'effet, l'effet inductif qu'on va se baser pour l'électrophilie et la nucléophilie. Mais en général, tu as un petit peu raison parce que les électrons, là, enfin, les atomes qui vont avoir qu'un seul électron sur leur couche de valence vont être plus enclins à donner cette couche de valence et donc ils vont être plus électrons donneurs et donc ils vont être plus nucléophiles. Ok. Ok. Ça revient au tableau périodique. Le tableau périodique, il est basé sur des liaisons électrostatiques. En gros, tu as, le noyau autour avec les couches de valence. Voilà, c'est vraiment des liaisons électrostatiques à bien comprendre. Là, je vous ai mis ici les annales de 2022. Voilà. Ici, c'est l'annale de 2022. Regardez les questions. L'effet inductif concerne les liaisons pi. L'effet mésomère concerne les liaisons pi. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, le micro en silencieux lorsque je dis derrière vous? Merci. L'effet inductif est défini par la polarisation des liaisons pi résultant de l'existence d'une mésomérie dissymétrique. Ok. Donc là, par exemple, l'item A, vous mettez vrai ou faux? Ok. C'est faux. C'est faux. L'effet mésomère concerne les liaisons pi. Ça, c'est vrai. Oui. À noter aussi qu'en QCM, vous allez avoir parfois, vous n'allez pas avoir la lettre Y, vous allez avoir voilà, directement en pi et en sigma. Enfin, voilà, quoi, en toutes lettres. Ok. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Non. Un effet inductif peut orienter un effet mésomère. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Ça, c'est vrai. Ok, ouais. Donc ici, Inde en Orient et la mer qui est à l'origine, je sais pas, je sais pas. Ok, c'est ça. Là, pour la plupart d'entre vous, vous avez compris, mais vous voyez qu'en QCM, si vous avez le moyen mnémotechnique, ça va beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez juste les mots-clés. Regardez Inde, Orient, mer, origine, et là, vous cochez directement et ça vous aura permis de gagner des dizaines de secondes. Ok. Donc, ça, la phrase, vous voyez que c'est les deux mots-clés et vous la cochez en 2 secondes. L'effet inductif est défini par la polarisation du liaison pi résultant de l'existence d'une isomérie dissymétrique. Ouais, Bah, c'est personne. vrai. C'est Ça, faux. c'est faux parce que l'effet inductif, il n'est pas sur les liaisons sigma. C'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur ce cours, le cours il est simple. Donc, les pièges, ça va vraiment être des pièges en gros, ils vont remplacer des phrases enfin, des mots par d'autres. D'accord? Ça va être ça, les pièges de ce cours. Là, il a remplacé le prof. Ça, c'est un QCM du prof. Il a remplacé effet mésomère par effet inductif. Voilà. Là, surprise, annale 2021. Regardez quelle grande surprise. Bah, c'est les mêmes questions. Voilà. Enfin, presque, à la différence près qu'ici, bah, du coup, il a mis le vrai item. Là, il a mis le vrai. Le phénomène est défini par la polarisation du liaison pied, par la polarisation du etc. L'effet inductif concerne les liaisons sigma. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Euh, L'effet mésomère concerne les liaisons pi. C'est vrai. Ouais. Un effet mésomère peut être à l'origine d'un effet inductif. Vrai Ouais. aussi. Un effet inductif peut inventer un effet mésomère. Vrai. Ouais. Ah, ça va. Là, tu t'es amélioré, t'as vu? Ouais. Bon. Là, on va voir la partie stéréochimie. La partie stéréochimie, c'est un cours que vous avez normalement fait chez vous. Voilà. Donc, sur ce cours, moi, je voulais juste faire quelques rappels et à la fin, vous donner ma méthode, vous savez, pour reconnaître la configuration des molécules. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette partie-là. Là, ça va être juste des rappels, il n'y a pas vraiment de moyens, de mnémotechnique. C'est soit des rappels, soit des choses simples à apprendre. Donc, allons-y. Donc, euh, la représentation plane des molécules. Pour la représentation plane des molécules, vous allez avoir plusieurs formules. On va commencer par la formule brute. La formule brute ne donne que la composition de la molécule, ne renseigne pas sur l'arrangement des atomes. Donc, par exemple, ici, vous allez avoir C2H6O, formule développée. La formule développée plane fait apparaître toutes les liaisons de la molécule. Donne une idée des arrangements des atomes d'hydrogène dans la molécule, peu pratique pour les grosses molécules. Là, vous imaginez bien que si on va dessiner ça pour l'amidon, ben, on ne va pas s'en sortir. J'ai une question, ça c'est quoi comme molécule? L'éthanol, non? C'est ça, l'éthanol. Formule semi-développée. La formule semi-développée ne fait pas apparaître les liaisons simples avec l'hydrogène. Vous l'avez ici, vous le voyez, il n'y a pas de. On fait apparaître que les autres liaisons en dehors des liaisons avec l'hydrogène. La formule topologique. La formule topologique, c'est celle qui est vraiment utilisée en chimie par les chimistes. Là, en fait, on ne fait apparaître ni les C, ni les carbones, ni les hydrogènes, et on ne fait apparaître que le reste des molécules, des atomes. Donc, on les appelle les hétéroatomes. La formule topologique ne fait apparaître que les hétéroatomes et symbolise les liaisons CC par un tiret. Ok. Donc là, ce que vous voyez ici, chaque tiret, chaque sommet ici d'un tiret correspond à un carbone. Donc ici, par exemple, vous allez avoir un carbone, là un deuxième carbone, et là vous allez avoir un OH. Là, vous voyez, c'est les mêmes molécules ici. Lorsqu'ici, vous savez que l'atome de carbone, il fait 4 liaisons. Donc ici, comment est-ce que vous savez avec combien d'atomes d'hydrogène le carbone est lié? Ben, vous savez qu'ici, une liaison déjà avec atome de carbone. Vous savez que le carbone fait 4 liaisons. Donc automatiquement, vous savez qu'il ne peut y avoir que 3 atomes d'hydrogène. Je dis ça pourquoi? Parce que là, c'est relativement simple. Vous avez la molécule juste au-dessus, donc vous pouvez le deviner, c'est écrit, vous pouvez le lire. Par contre, parfois, on peut vous donner la molécule comme ça et vous demander combien d'atomes de carbone elle a ou combien d'atomes d'hydrogène elle a. Par exemple, je peux vous demander combien d'atomes d'hydrogène a cette molécule. Ben, voilà. Donc là, vous faites C,
là, il y a deux atomes de carbone. Là, il y en a trois. Là, ici, le carbone qui est ici, il y a une liaison avec l'atome d'oxygène, une liaison avec l'atome de carbone. Et donc, le reste, donc pour remplir les couches, ces couches de valence, l'atome de carbone va faire une liaison, deux liaisons avec deux atomes d'hydrogène. Voilà. Ça à bien comprendre. La représentation spatiale des molécules. Donc, là, vous allez avoir la représentation de crâne en point volant. Là, ici, vous allez avoir des traits droits qui représentent donc des liaisons dans le plan. Donc, c'est des liaisons qui sont plates. Le triangle plein, ici, c'est des molécules qui sont orientées en avant de ce plan. Donc, elles sont vers nous, là. OK? Là, c'est comme si là, on avait une feuille. Là, ces molécules, bah, ça va être les liaisons sur la feuille. Là, ça va être des molécules qui vont sortir de la feuille, qui vont aller vers nous, vers l'observateur. Et là, les liaisons avec ce triangle qui est hachuré, ça va être des liaisons en arrière, donc, derrière la feuille, quoi. Et ça représente une liaison orientée en arrière de ce plan. Voilà. Projection de Newman. L'observateur doit se positionner dans l'axe de la liaison de deux carbones voisins. L'atome de devant est représenté par un cercle avec la liaison au centre du cercle. L'atome de derrière est masqué. Les liaisons partent du bord du cercle. Donc là, la représentation de Newman, ça peut être compliqué parfois à visualiser. Donc en gros, là, vous avez un atome ici, enfin, une molécule. Ici, vous allez avoir les deux atomes de carbone. Là, vous allez avoir trois atomes d'hydrogène pour chaque molécule de carbone. Et là, en fait, on va venir tourner la molécule et la regarder d'en face. Là, on va venir, on va la tourner et la regarder d'en face. Il faut toujours se souvenir qu'ici, les triangles pleins représentent des liaisons en avant vers nous. Et là, les triangles hachurés représentent des liaisons en arrière, donc en arrière du plan. Là, les liaisons qui sont plates bah, sont dans le plan. Et voilà. Donc, allons-y, regardons cette molécule en formule de Newman, en projection de Newman. On se met ici, donc on tourne la molécule vers nous. Là, ici, le carbone qu'on voit ici va être représenté par un cercle. Ce cercle-là, et au centre de ce cercle, c'est là que vont partir les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Là, l'atome d'hydrogène qui est en bas, qui est orienté en bas, on le retrouve ici. C'est celui qui est dans le plan. On le retrouve ici. L'atome ici d'hydrogène qui va avoir donc une liaison avec l'atome de carbone par un triangle plein va être vers nous. Donc le voici quand on va regarder la molécule par là. L'atome de derrière, ici, en triangle hachuré, il va être en arrière. Et lorsqu'on va regarder la molécule d'en face, on va la voir comme ça. OK? L'atome ici de carbone, le deuxième atome de carbone, lui, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on ne pourra tracer que les atomes d'hydrogène qui lui sont reliés. Comment est-ce qu'on le trace? On le trace par des liaisons qui partent du périmètre du cercle et qui vont jusqu'aux atomes d'hydrogène. Les voilà. Donc ici, l'atome d'hydrogène qui est dans le plan, on le voit là. Voilà. Là, ici, l'atome en triangle, l'atome qui est d'hydrogène relié au carbone par un triangle plein, on le voit là. Voilà, ici. Et ici, l'atome d'hydrogène relié au carbone par un triangle achevé, on le voit là. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de faire pour l'instant? Allô? Bon, pas de questions. Non, ça va. On va passer au reste du coup. Projection de Fischer. Utilisé donc en général pour les oses et les acides aminés. Les oses, vous n'avez pas encore vu ce que c'est les sucres. D'accord? C'est toutes les molécules vous allez voir en glucides. Le cours de glucides, vous allez le faire à la fin du mois de septembre. Et les acides aminés. Donc les acides aminés qui composent les protéines. Pour la projection de Fischer, donc qui est utilisée en chimie organique, on va avoir aussi des règles. Et ces règles-là, elles sont à apprendre. C'est-à-dire qu'en QCM, on peut très bien vous piéger et vous changer un trait horizontal représente une liaison en avant du plan par un trait vertical représente une liaison en avant du plan. Et donc là, c'est à apprendre tout ça. Enfin, c'est surtout à comprendre. Lorsque vous visualisez bien, bah, même si je vous piège entre les deux mots, vous n'allez pas tomber dedans parce que vous l'aurez visualisé la molécule. Donc ça, c'est à apprendre. Donc, le trait horizontal représente une liaison en avant du plan. Ici, on le voit. Voilà.
Là, vous allez avoir votre atome d'hydrogène, votre molécule d'alcool. Donc, le trait horizontal, c'est en avant. Le trait vertical représente une liaison en arrière du plan. Là, voilà. Ici, vous allez avoir votre aldéhyde et là, vous allez avoir votre méthyle avec des triangles hachurés, donc ce qui représente en arrière du plan. La chaîne carbonée la plus longue est verticale. Donc, on repère toujours quelle est la chaîne de carbone la plus longue dans la main verticale. À noter qu'on ne fait pas ce genre d'exercice. On va pas demander de transformer, de reconnaître le passage d'une forme d'une molécule à l'autre. Si ce n'est pour la formule de Newman, celle-là, mais sinon le reste, on ne va pas vous demander, par exemple, de transformer cette molécule en ça. D'accord? La fonction la plus oxydée est vers le haut. Ça, vous allez le revoir en aldéhyde et cétone. La fonction la plus oxydée, vous allez voir qu'il y a des ordres dans l'oxydation des groupements. Le groupement le plus oxydé étant le groupement carboxyle, donc acide carboxylique. Ensuite, vous allez avoir cétone et aldéhyde, etc. Mais ça, vous allez revoir. Donc, je ne vais pas trop vous en dire pour l'instant. On distingue les séries D ou L en fonction de la position de la fonction OH pour les sucres ou NH2 pour les acides aminés du dernier stéréocentre, à gauche ou à droite. On va voir ce que ça veut dire, ça. Lorsque vous avez tracé votre molécule en projection de Fischer, donc là voilà la projection de Fischer, c'est le résultat final. Ici, là, on les fait disparaître ces traits et on met que des traits fins. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous connaissez les règles et que sans vous dessiner des traits hachurés et des traits pleins, on sait que vous allez reconnaître ici qu'ici ce sont des traits hachurés et que là ce sont des traits pleins. Voilà. Donc, trouvez-vous, si vous voulez, un moyen mnémotechnique. Moi, j'en avais pas, mais si jamais vous sentez qu'on peut vous piéger, que vous n'allez pas retenir, créez-vous un moyen mnémotechnique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est les séries D ou L? En fonction de la position de la fonction OH ou, pour les sucres ou NH2 pour les acides. Donc, on va prendre le dernier atome de carbone ici dans la chaîne carbonée qui a quatre liaisons avec quatre groupements différents, pas celui qu'on ne voit pas, cet atome de carbone qu'on ne voit pas, on prend le dernier, donc pas le premier ici, mais on prend le dernier là. C'est toujours comme ça la règle. On prend toujours celui-ci et on regarde où est-ce que se situe le OH. Le OH, le groupement OL, s'il se situe à droite, alors la série sera à droite. Si le groupement il est là, il est à gauche, et que là vous avez le H ici, et que là vous avez le OH là, ben là ce sera un L. Je vous dis ça parce que on va vous piéger dessus en QCM, on va vous mettre des molécules et on va vous dire voilà, ça c'est par exemple, ça, je pouvais très bien vous mettre un QCM et vous dire que ça c'est un L. C'est une molécule de la série L. Ben, c'est faux, c'est une molécule de la série D. Pourquoi? Parce que le groupement alcool qui est relié au dernier atome de carbone ici, de cette chaîne ici, celle-ci là, qui est reliée où les atomes, on ne les voit pas, donc les stéréocentres, possède donc l'ol à droite. Voilà. Configuration de molécules. Sachez juste une chose, c'est que là, je vais un petit peu vite pour stéréochimie. Pourquoi? Parce que je considère que vous l'avez déjà fait, et que là, ce sont juste des rappels. Et le plus important, c'est ce que on va faire ensuite. La méthode que j'utilisais pour jamais me tromper. C'est pour ça que je vais un petit peu vite. Là, je ne fais pas le cours stéréochimie de A à Z, mais je le fais vraiment pour vous donner le moyen, moi, pour apprendre certaines parties. Configuration de molécules. La règle séquentielle de Kahn, Ingold, Prelog, CIP. On cherche à définir l'hierarchie parmi les substituants d'un carbone. Là, comme vous avez la petite étoile ici, ça veut dire que c'est un carbone asymétrique. Donc voilà, vous savez ce que c'est un carbone asymétrique qui est relié à quatre groupements différents. Et donc, son image dans le plan n'est pas superposable. La règle numéro un, c'est qu'on accorde la priorité au substituant fixé au centre chiral par l'atome de numéro atomique Z le plus élevé. La règle numéro 2, c'est lorsque deux substituants différents sont fixés au stéréocentre par deux atomes identiques, il faut examiner les atomes en deuxième position. Et la règle numéro 3, c'est il suffit d'un atome du plus grand numéro atomique pour que le groupement soit prioritaire. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Lorsqu'on a des molécules comme celle-ci, et qui vont être reliées à quatre
groupements différents. Donc ici le brome, ici l'hydrogène, ici un groupement méthyle, et là un groupement éthyle. On va chercher à définir sa configuration. Donc on va chercher à définir dans quel sens est-ce que la configuration se fait. Et pour ça, on va avoir des règles. Ce sont les règles du CIP, donc Canning-Ingold Preload. Ces règles stipulent d'abord qu'il faut numéroter les molécules par priorité. Et sur quoi se base cette priorité? C'est sur le numéro atomique. Le numéro atomique, vous avez vu sur les atomes. Les atomes sont caractérisés par leur nombre de masse et leur numéro atomique. Le nombre de masse étant noté A, étant le nombre de nucléons. Et le numéro atomique, c'est le nombre de protons dans le noyau. Et c'est par celui-ci qu'on va différencier les molécules. Donc là, quelle est la molécule qui est la plus prioritaire? C'est le brome. Le brome, il a un numéro atomique de je ne sais pas combien, euh, mais en tout cas, là, vous avez la priorité ici. Donc, l'iode, le brome, le chlore, le soufre, le fluor, l'oxygène, l'azote, le carbone, l'hydrogène. Ensuite, lorsque deux substituants sont fixés en stéréocentre par des atomes identiques, il faut examiner les atomes en deuxième position. Comme par exemple ici. Là, vous allez avoir CH3 et CH2, CH3. Donc ici, là, cet atome de carbone, il est relié à des atomes de carbone. Et ce qui va les différencier, c'est ce qu'il y a après eux. Donc ici, cet atome de carbone est relié à seulement trois atomes d'hydrogène. Et là, il est relié à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Or, comment est-ce qu'on fait pour différencier, pour savoir quelle est la priorité entre les deux? Bah, c'est que ici, il va y avoir trois atomes d'hydrogène et là, un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène. Or, le carbone, il est prioritaire par rapport aux hydrogènes, comme on le voit ici, là. Et donc, ça, lui va être prioritaire sur lui. Ensuite, pour finir, on va voir le 4. En quatrième position, l'hydrogène. Voilà. Faut savoir que là, la stéréochimie, ce cours-là, en stéréochimie, en QCM, c'est plus un jeu qu'autre chose. C'est vraiment les profs qui vont s'amuser à vous faire un jeu pour bien vous piéger ou bien vous faire chier. Ça ne va pas vous servir dans la suite de vos études, de savoir quelle est la molécule prioritaire ou pas. C'est vraiment pour vous piéger. Ok. Donc, il faut comprendre le jeu. Là, on a cette molécule ici en point volant. Et il faut numéroter et savoir si le pouvoir rotatoire il est D ou s'il est R ou s'il est S. Ok, ça, on va le voir. Juste une chose, ici, vous avez l'ordre. Là, pour l'ordre, moi, j'avais vu dans le cours l'année dernière qu'il y avait un moyen mnémotechnique qui existe depuis des années et qui vous permet de connaître l'ordre sans apprendre le numéro atomique. Ok. Parce que soit ici, je pourrais très bien vous donner une molécule avec de l'iode et du brome, et puis vous ne savez pas quelle est la prioritaire entre les deux. Bah, le moyen mnémotechnique, c'est l'iguane broute dans la clairière sans feuilles ou niche chaque hibou. L'iguane broute dans la clairière sans feuilles ou niche chaque hibou. Lorsqu'on connaît la hiérarchie des substituants, donc avec la méthode que je viens de vous donner, on détermine pour finir la configuration. Voilà. Euh, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. C'est en QCM, on va vous donner ça. On va vous donner une molécule, on va vous dire est-ce qu'elle est R ou est-ce qu'elle est S? Est-ce qu'elle est rectus ou est-ce qu'elle est sinister? Pour savoir, vous avez votre molécule, il faut numéroter les groupements selon l'ordre de priorité avec les règles qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ici. Et ensuite, avec ces numéros de groupement, en définir euh, le pouvoir rotatoire. Est-ce que c'est sinister? Donc là, c'est un S. Pourquoi? Parce que là, vous avez le premier groupement, c'est OH. Donc le O, il est prioritaire sur les carbones et sur les hydrogènes, comme on a vu ici. Là, le O, il est prioritaire sur les carbones et sur les hydrogènes. Ensuite, vous avez CH3 et C2H5. Donc là, un groupement éthyle. Comment savoir quel est le prioritaire entre les deux? Eh bien, c'est simple. Là, les premiers carbones, ce carbone-là et ce carbone-là, vont être liés à des atomes différents. Lui va être lié à trois hydrogènes et lui va être lié à un carbone et trois hydrogènes. Euh, donc, le deuxième carbone ici est prioritaire sur l'ensemble des hydrogènes. Et donc, ça va être lui qui va être classé en deuxième et lui en troisième. Et pour finir, le quatrième. OK? Donc, ensuite, on trace une flèche.
la flèche, elle doit toujours aller dans l'ordre de un 2 3 un 2 3. Et ensuite, ça, il faut la prendre. Soit ça va de ce sens-là, et donc là, c'est sinister. Soit ça va dans l'autre sens, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, ça va être rictus, donc ça va être R. D'accord? Donc, comme il montre, lorsque les aiguilles vont vers la droite, bah, c'est R, donc comme right en anglais, pour bien apprendre. Et là, si vous allez avoir donc, par élimination, l'autre sens, ça va être S, sinister. Pour ceux qui ont fait LV2, bon, c'est pas grave, je peux le dire, mais bon, c'est pas grave. Sauf que l'atome le moins prioritaire n'est pas à sa place parfois. Ok? Ici, il y a une règle qui dit que l'atome le moins prioritaire, donc lorsque c'est l'hydrogène, bah, l'hydrogène qui est le moins prioritaire selon cette règle, il faut qu'il soit toujours en arrière du plan. Ok? Il faut qu'il soit toujours relié comme ça avec un triangle achevé. C'est une règle, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et il faut l'apprendre. Parfois, en QCM, donc là par exemple, ça c'est une annale. Hein. En annale, vous allez avoir ça. Vous allez avoir des molécules de ce genre en point volant, et on va vous demander, quel est le sens. Donc ça, c'est une annale, je crois, d'il y a 2 ou 3 ans. Là, par exemple, dans une autre annale, comme celle-ci, on vous demandait quel est le sens donc, de rotation. Et pour ça, il fallait d'abord changer le groupement et faire en sorte que le H se retrouve en arrière du plan. Et voilà. Et ensuite, seulement à ce moment-là, on pouvait numéroter. Et bien là, moi, c'est là que je vais vous proposer ma technique, celle que j'ai utilisée moi en passe, qui m'a permis vraiment d'aller très très vite dans ces cas-là. Soit la molécule possède le groupement le moins prioritaire en arrière du plan, et donc là, il n'y a rien à faire, on est très bien, on n'a qu'à numéroter. Soit l'atome le moins prioritaire n'est pas en arrière du plan, mais dans le plan ou en avant du plan. Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle la permutation. La permutation consiste d'abord à numéroter les groupements. Donc là, ici, on a un OH, ici, c'est H2H5, ici, c'est H3H. Maintenant, vous savez numéroter, vous savez que lui, il est en premier, lui en deuxième, lui en troisième, lui en quatrième. Par contre, le H n'est pas à sa place. Il faut le ramener ici. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la permutation. On va passer moi, ce que je faisais, c'est que je passais le H ici. Donc voilà. Et le CH3, je substituais au H. Et ensuite, je changeais les deux autres. Il J'ai une va falloir. question. Oui, Ouais, du coup, je crois qu'on avait vu ça ce matin sur un autre cours. Et il y avait un truc qui avait été mal expliqué, je crois que c'est la règle numéro 4, celle des atomes fantômes. Est-ce que tu peux nous expliquer? j'ai pas entendu, pardon. Celle des atomes fantômes. Ouais, les atomes fantômes. Les atomes fantômes, c'est lorsque c'est relié. Enfin, là, j'ai pas d'exemple tout de suite, quoique si, je crois. Il faut que je te trouve un exemple. Bon, je vais vous prendre ça, par exemple, ok? Voilà, ça. Ça, je sais pas. Bon, là, la molécule, elle n'est pas encore vraiment, donc c'est un petit peu plus compliqué à visualiser. Mais en gros, regarde, ici, au centre, je sais pas déjà si tu as compris ce que c'est qu'une molécule, qu'un carbone asymétrique. Donc là, tu as un carbone asymétrique. Tu dois deviner dans quel sens est le pouvoir rotatoire. Donc pour ça, d'abord, tu numérotes. Donc là, le groupement le plus prioritaire, c'est le OH. Le moins prioritaire, c'est le H. Et là, c'est là que va rentrer en jeu les atomes fantômes. C'est ici. Ici, tu vas avoir un groupement aldéhyde. Là, c'est un aldéhyde. CHO, c'est un aldéhyde. Ok. C'est toujours comme ça. CHO, c'est un aldéhyde. Donc, un aldéhyde, c'est un C liaison O. C'est ça. Bon, j'ai pas trouvé. Mais en gros, bon, je vais essayer d'aller un petit peu sur Google. Je crois que ça marche Potentiellement, moi, avec j'ai vu l'exemple dans le QCM tout à l'heure. je C'est crois que quand ça tu as marche deux avec groupes. le Ouais, bromobutane. il y avait l'exemple? Ouais, je crois que c'est le bromobutane, je crois que ça marche avec. Mais je suis pas C'est quand sûr. Ah, tu mais as, c'est quand je tu crois as un qu'il. groupe CHO et CH2OH, en fait. Ouais, Parce que du coup, l'atome carbone, il est à chaque fois relié avec un oxygène, mais il y a un moment, c'est une lésion double et il y a un moment, c'est une lésion simple.
Il va falloir Et que je ça, le c'était trouve. dans un C'est QCM celui-ci. que j'ai vu. Celui-ci, vous parlez? Pas celui-ci, Non, hein. non, c'est dans un QCM que j'ai Ouais, vu je tout crois que à c'est l'heure. lui, hein. Non, non, c'est pas lui, il n'y a pas d'atome fantôme. Je vais. En gros, c'est quand sur un carbone asymétrique, tu as un groupement CHO et un groupement CH2OH. C'est en gros comment différencier les deux. Et c'est parce qu'il y a une lésion multiple. Je vais juste prendre un cours. Comme ça, je vous prends l'exemple. Vous voyez là ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Euh, je vais juste vous trouver un exemple sur le cours directement. Bon, voilà. Euh, là, par exemple, ouais. Ici, par exemple, voilà ce que c'est que les atomes fictifs ou fantômes. Donc, ici, il va falloir trancher entre deux carbones qui vont être liés à des molécules différentes. Comment est-ce que tu vas t'y faire? Soit ton atome il va être lié donc, à des atomes d'hydrogène, et de l'autre côté, ça va être un atome qui va avoir donc, ici CHO, un aldéhyde à la fin. Cet aldéhyde-là, donc c'est une molécule carbonyle, un carbone relié avec une double liaison à l'atome, et bien là, tu vas dédoubler l'atome d'oxygène pour pouvoir départager. Donc là, je n'ai pas encore d'exemple sous le nez. Hmm. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Bon, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Ici, par exemple, tu vois la molécule en deux? La molécule en deux, elle est reliée à un H, un CH3, un C2H5 et un CHO. Ce CHO-là, c'est un aldéhyde. Ok. Un aldéhyde, c'est un carbonyle en fin de molécule. C'est donc une molécule de carbone reliée avec un atome avec une double liaison. Toi, pour compter, pour savoir quel est le point le plus prioritaire, il va falloir que tu départages entre ça et ça. Donc, les deux carbones ici, il y en a un qui va être relié à un H. Ensuite, ici, l'autre liaison va être une double liaison avec l'atome. Et ici, tu vas avoir un atome de carbone qui va être relié à deux atomes d'hydrogène et un autre atome de carbone qui est lui-même relié à trois carbones, à trois hydrogènes. Comment est-ce que tu sais quel est le plus prioritaire? Bah, tu regardes non pas le carbone en premier, là, mais avec quoi il est relié. Il est relié, lui, avec un H et avec un O avec lequel il fait une double liaison. Et ben cette double liaison, tu la dédoubles. Ok. Tu vas la dédoubler. Ça va te donner l'équivalent d'un atome de carbone relié à un H et deux atomes d'oxygène. Et ensuite, avec cet atome de fantôme, en fait, tu dédoubles la double liaison, tu considères que cette molécule-là, elle est reliée deux fois avec deux oxygènes, et pas seulement une seule fois avec une double liaison. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux, je ne sais pas si tu as compris, mais ça tombe pas souvent, mais j'espère que tu as compris en tout cas avec cet exemple. C'est compliqué un peu à faire comprendre sans illustration. Non, c'est bon pour moi, merci. Bon, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc moi, ma méthode, c'était de faire la permutation. Ça, c'était une méthode avec laquelle je ne me trompais jamais, avec laquelle j'ai tout le temps eu juste en QCM de stéréochimie. À savoir que les QCM de stéréochimie, c'est des QCM donc, où les pièges peuvent vite tomber. Donc, vous pouvez vite perdre des points si voilà, vous n'êtes pas concentré ou quoi. Et c'est censé être un cours facile, donc vous ne pouvez pas perdre des points dessus. Ok. Donc moi, je faisais la permutation. Soit ici, le groupement le moins prioritaire il était en arrière du plan, et donc voilà, je changeais rien. Soit l'atome le moins prioritaire il était dans le plan, ou alors en avant du plan, et là, je faisais la permutation. La permutation consiste à changer l'atome le moins prioritaire et le mettre en arrière du plan ici. Ensuite, donc, cette molécule, elle va prendre sa place
Et là, je changeais aussi les deux autres molécules, même si ça n'a rien à voir, c'est comme ça. Il faut d'abord que vous changez ça. Vous prenez l'atome qu'il faut mettre à l'arrière de la molécule, ici en arrière. Cette place, bah, vous la changez comme il y a les flèches. Et là, vous devez toujours changer ces deux groupements, les deux groupements qui restent. Et donc, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Donc ici, l'atome d'hydrogène, je l'ai mis en arrière du plan. Ici, à la place de l'atome d'hydrogène, j'ai mis le CH3. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai changé HO et C2H5. Il faut toujours changer les deux groupes qui restent. Et ensuite, seulement ensuite, et seulement à ce moment-là, je peux commencer à établir la configuration. Donc là, vous avez HO ici qui est première, qui est prioritaire. Ici, C2H5 qui est en deuxième, CH3 qui est en troisième et H qui est en quatrième. Or, on va dans ce sens-là, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, comme les aiguilles d'une montre qui tournent vers la droite. Et donc, c'est R, c'est rictus. D'accord? Voilà. C'est bon pour moi. J'ai dit ce que je voulais dire sur le cours de effet inductif et stéréochimie. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ces cours. En fait, moi, ce que je vous ai fait, c'est que j'ai sélectionné vraiment ce qui tombe et ce qu'il faut vraiment apprendre. Et je vous ai mis voilà, dans quelques moyens mnémotechniques pour aller plus vite. Ce que j'ai fait aujourd'hui avec les moyens mnémotechniques, il va falloir le faire avec tous les cours. Donc, avec tous les cours, il va falloir que vous trouviez des mnémotechniques ou alors que vous compreniez et pas apprendre par cœur. Il ne faut jamais apprendre par cœur. Ok? Jamais apprendre par cœur. Lorsque vous avez des choses à apprendre par cœur, soit vous utilisez les techniques de mémoire que vous voyez en ce moment avec Sébastien Martinez, soit vous utilisez des moyens mnémotechniques. Mais vous n'allez jamais perdre une heure de votre vie à répéter un texte dans votre tête. D'accord? Si vous avez des questions, soit vous me les laissez dans le chat, soit vous pouvez mettre le micro et vous me demandez. Est-ce que tu peux répéter le... Bah écoutez, je vais vous mettre dans le chat, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et vous pouvez copier-coller. Les ligands de groupe dans la clairière sont faits, là. Ligan de groupe dans la Donc, euh, je vais laisser. euh, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Et ensuite, bah, si vous avez des questions, soit vous me les posez maintenant, vous attendez que les gens partent, ou alors dès maintenant, vous pouvez me les poser. Soit vous allez me parler en privé sur WhatsApp, je laisserai mon numéro, je laisserai un message dans le groupe juste après ce cours pour que vous puissiez venir me poser vos questions. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite du bon courage et à mon travail. Merci, au Travail. revoir. Merci Merci à toi, beaucoup. bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Moi, j'ai une question. Oui, Euh, Est-ce que la mésomérie ne concerne que les liaisons doubles? oui. On est d'accord, hein, c'est ça? Le numérique concerne les liaisons doubles et l'effet inductif concerne Enfin, les les liaisons liaisons simples. multiples, pardon, si on veut être précis, je pense. Oui, liaisons doubles, triples, ouais, donc C'est pour multiples, ça, quoi. multiples. On est d'accord Faut que la tromper. mésomérie, c'est que sur les liaisons multiples et que l'induction, c'est c'est un effet de transition des électrons, mais qui donne pas encore lieu à, enfin, qui peut orienter vers une mésomérie, en gros, c'est ça? C'est ça, il oriente. Donc, ouais. Et Donc, par contre, la lorsque mésomérie, c'est ça que les liaisons fonctionne tout seul, multiples. Ok, ça marche. voilà, Merci. t'as tout compris, c'est bien. Il faut toujours privilégier ça, il faut toujours essayer d'aller chercher l'information et pas apprendre par cœur. Parce qu'il se peut qu'au jour du concours, tu stresses et que tu oublies tout. Donc, si tu n'as pas Ouais, ouais. les bases, le socle de la compréhension, ben là, tu oublies tout au jour du concours et tu finis parmi les derniers. Yes. Ok, bah merci pour ta réponse. Merci à toi, en tout cas. Bonne soirée.
Bonne soirée. Bon. Pour ceux qui restent, si vous avez des questions, vous pouvez me poser, ou sinon je vais mettre fin à l'appel. Bon. Je vous souhaite une bonne journée et bon travail.